9 écoles. J'ai fait 9 écoles entre la 6e et la terminale. Donc vous avez devant vous un cancre. J'ai été doté dès ma naissance d'une qualité qui ne m'a jamais quitté, qui s'appelle l'insouciance. Normalement, à la naissance, nous sommes toutes dotés de cette qualité qu'on perd au fil du temps, tant le monde nous abreuve d'informations toxiques, de plein d'événements qu'on anticipe et qui peuvent nous gâcher le présent. Je n'ai pas souffert de cela. Cette insouciance m'a protégé de la toxicité de ce qui nous entoure. Et je suis assez en colère, disons-le, de voir qu'on prive maintenant nos enfants dès l'âge de 3 ans de cette insouciance. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, quand on a dit à nos petites 3 ans à la maternelle qu'il fallait mettre un masque à l'école pour protéger nos grands-parents et que si on ne le faisait pas, on allait les tuer. Mais quelle folie et quelle lâcheté de nous, adultes, de ne pas avoir réagi. Je pense que nous le paierons un jour, mais cela n'atteint pas ma confiance en l'avenir et mon optimisme. Et donc, 1980, j'ai 24 ans, j'ai fini mes courtes études, vous l'avez compris, dans de multiples établissements, et j'ai cette envie de créer une entreprise. J'ai soif de liberté. J'ai soif de pouvoir. Mais pouvoir, pas le nom commun, l'exercice de l'autorité. Pouvoir, le verbe, l'exercice de la liberté. C'est un mot à double lecture. Et donc, je ne suis pas un ami du pouvoir, je suis un ami de la liberté. Je vais m'installer en 1980 comme laveur de vitres, doté de cette insouciance, dont Pablo Picasso parle très bien quand il nous dit qu'à 12 ans, il dessinait comme Raphaël, le peintre, pas le chanteur. Non, mais on ne sait jamais. Et j'ai mis toute une vie à apprendre à peindre comme un enfant. Donc Picasso nous dit, restons connectés à notre âme d'enfant. C'est ce qui nous permettra d'approcher ou de toucher le meilleur de nous-mêmes. Je m'installe comme laveur de carreaux. Je suis un cancre, mais je suis un bon ouvrier. Je n'ai pas envie de décevoir. Et donc mon travail est bien fait. Je m'en sors plutôt bien. Et les clients se multiplient. Je suis obligé d'embaucher du personnel. Et très vite, on se retrouve 50, 100, 300. Et il faut que j'apprenne assez vite le management que je n'ai appris nulle part. Et donc, je vais mettre au point des méthodes assez anachroniques, non conformes. Et mon entreprise va se développer un pas devant l'autre, sans aucune stratégie, sans aucune prévision, sans aucun business plan. Et elle compte aujourd'hui plus de 4000 collaborateurs. Je suis désolé si vous payez des études très chères à vos enfants pour leur apprendre à faire des business plans, mais il est possible de s'en passer. De la même manière que cette entreprise n'a toujours pas de DRH et ni de DAF. Je suis désolé s'il y a parmi vous des DRH ou des DAF, je n'ai rien contre eux. Mais je comprends assez vite, devant la multiplication de mes collaborateurs, que leur bien-être au travail va être la clé du succès de l'entreprise. Parce que quand mes clients sont servis par une agent de propreté, parce que nous sommes une entreprise devenue une entreprise d'une taille générale, mes clients sont servis par une agent de propreté qui est heureuse de venir faire ce travail chez vous, de venir nettoyer vos poubelles et vider et nettoyer vos toilettes. Si elle est contente de venir, eh bien, il est fort probable que vous serez satisfait de son travail. Si un client satisfait génère naturellement de la performance économique. Et donc, j'ai été habité par cette idée-là que mes collaborateurs devaient être en situation de bien-être dans l'entreprise. Et j'ai très vite compris qu'il fallait que j'applique un management que je qualifie de management naturiste. Quel lien entre le naturisme et le management ? Je dois d'abord vous faire une confidence. Je n'ai jamais pratiqué le naturisme, alors que j'aurais aimé, mais ma femme n'était pas d'accord. La confidence que je vais vous faire, la vraie confidence, c'est quand je me regarde tout nu dans une glace, je ne tombe pas amoureux immédiatement. Merci de rire. Il y a plein de morceaux qui ne me satisfont pas. Et il m'a été dit par des gens qui ont pratiqué le naturisme que passé les premiers instants de gêne et d'observation, également, les barrières tombent, le sac à dos s'allège, notre corps devient un non-sujet.
Qu'on ait des gros nichons ou des petits nichons, qu'on ait des grosses fesses, petites fesses, qu'on soit poilu, qu'on soit jeune, qu'on soit pas poilu, tout le monde s'en fout. Eh bien, l'analogie que je fais entre le naturisme et le management, c'est de dire que dans une entreprise, au moins on en montre, au plus on contraint les collaborateurs à s'imaginer les choses. C'est vrai pour les résultats de l'entreprise, c'est vrai pour les salaires des collaborateurs de l'entreprise, c'est vrai pour la trésorerie de l'entreprise, c'est vrai pour les dividendes de l'actionnaire. Et donc j'ai décidé il y a fort longtemps de pratiquer le naturisme intégral au sein de mon entreprise. Dans la description que je vous en ai faite, nous travaillons habillés, mais tous les collaborateurs de l'entreprise ont accès à 100% de l'information. 100% de l'information. Un jeu de pouvoir, exercice de l'autorité, c'est la rétention de l'information. Partager l'information avec ses collaborateurs peut présenter le risque qu'ils aient des meilleures idées que les nôtres. Vous imaginez le risque. Là, nous sommes dans une organisation verticale qui gaspille beaucoup d'énergie. Nous publions tout sur l'intranet de l'entreprise. 100% de l'information dont dispose mon fils Édouard, qui a racheté l'entreprise il y a 3 ans, est à disposition de 100% des collaborateurs de l'entreprise, y compris les salaires. Bien entendu, pour les publier, il faut que ce soit montrable. C'est-à-dire, il faut que l'échelle des salaires soit raisonnable. Moi, j'avais un copain très poète qui disait « Si tu veux montrer ton slip, il faut qu'il soit propre. » C'est discutable, mais ça dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'échelle des salaires, chez nous, elle est de 1 à 8. Édouard gagne 8 fois le plus bas salaire de l'entreprise. Savoir si c'est raisonnable ou pas raisonnable, je laisse ça à votre appréciation. Personne n'a la réponse. En ce qui me concerne, je trouve que c'est même assez peu rémunéré quand on pilote une entreprise de 4000 collaborateurs. Alors, le partage de l'information est une chose, le partage de la performance est autre chose. Je voudrais faire un petit distinguo sur les sources de revenus, de pouvoir d'achat dans une entreprise. Il y en a 3. Il y a le salaire, qui a vocation à rémunérer l'exécution d'une mission ou d'une fonction. Il y a les variables sur salaire qui ont vocation à rémunérer la performance sur l'exécution de ce travail. Et il y a le dividende, qui est là pour rémunérer le risque que prend l'actionnaire en ne revendant pas ses actions. Le dividende est une prime de risque. L'actionnaire a décidé de ne pas vendre ses actions. Eh bien, nous pouvons au moins lui proposer une rémunération qui s'assimile à une prime de risque. Quand on a avancé sur le sujet, on s'est dit, mais alors va falloir qu'on fixe des règles de versement de dividendes, puisque nous avons inventé chez Cleantex un nouvel indicateur économique qui nous réconcilie avec le capitalisme. Le capitalisme est le moins mauvais système que l'homme ait trouvé pour organiser le partage des richesses au sein des entreprises. Le moins mauvais, pourquoi je ne dis pas le meilleur? Parce que le capitalisme présente un défaut absolument majeur, c'est qu'il ne connaît pas son seuil de satiété. Jamais je n'ai engueulé mes équipes en disant « Vraiment, vous êtes des bâtards, vous avez gagné trop d'argent cette année, c'est inadmissible. » Non, on n'en gagne jamais trop et jamais assez. C'est-à-dire que le capitalisme nous pousse à une espèce de obésité économique. Et pourtant, quand on regarde les animaux sauvages dans la nature, je ne parle pas du toutou à sa mémère qui est gavé de croquettes, je parle des animaux de la nature. Vous n'avez jamais vu une girafe ou un lion obèse? L'animal sauvage, quand il a fini de manger, quand il a plus faim, il arrête de manger. Et non seulement il arrête de manger, mais il va se balader, il va faire sa sieste, il ne stocke pas ce qui reste pour l'échanger éventuellement contre des services auprès d'autres animaux. Et l'homme est ainsi fait que quand il a plus faim, il continue à manger et puis il continue à stocker. Ouais, je fais partie de cette espèce, donc je fais de la même chose. Mais le capitalisme pourrait être plus raisonnable et mieux compréhensible si on y ajoutait cet indicateur de satiété que nous avons appelé chez Clinitex, qui est le nom de l'entreprise que j'ai pilotée, ce qu'on appelle chez nous un seuil de prospérité. Je ne rentrerai pas dans le détail du contenu de ce seuil, je le tiens à votre disposition, mais l'idée, c'est de pratiquer un capitalisme raisonnable. Seuil de prospérité qui, quand il est atteint, déclenche 2 choses, qui déclenche le système de partage de performance avec les collaborateurs et qui déclenche le dividende de l'actionnaire. Et donc, en début d'année, l'actionnaire fixe un pourcentage sur la valeur de l'entreprise qu'il va s'allouer en fin d'année. 3%, 5% sur la valeur que nous recalculons tous les ans de l'entreprise.
et ce sera son dividende. Mais si le seuil de prospérité n'est pas atteint, il ne touche pas de dividende. De même que les collaborateurs ne touchent pas de prime. Donc il y a une solidarité entre les deux. Il y a un système qui est tout à fait compréhensible. Et si l'entreprise gagne plus que son seuil de prospérité, nous venons abonder les fonds propres de l'entreprise. Pour prendre une image, nous augmentons l'épaisseur de la coque du navire pour être prêt à affronter les futures tempêtes. Donc, l'idée de l'insouciance, l'idée du naturisme managérial, l'idée d'un capitalisme, j'allais dire raisonnable, mais je déteste ce mot et vous allez comprendre pourquoi, ont fait que cette entreprise continue à prospérer avec un taux de bien-être de nos agents de propreté de 98%. Et je pense que c'est pour ça que l'entreprise se développe. Et je conclurai par cette magnifique phrase que mon papa m'a offerte le jour où je suis allé le voir en disant « Papa, je voudrais faire le Paris-Dakar en moto ». J'avais à l'époque, c'était en 2000, j'avais 4 jeunes enfants. Je pensais que mon père allait me dire « Mon chéri, ça n'est pas raisonnable ». Et mon papa m'a fait ce cadeau de cette magnifique phrase en me disant « Mon chéri, les raisonnables auront duré, les passionnés auront vécu ». Merci.